Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire et du conseil de classe. Et le conseil de classe cette semaine nous emmène en National League West. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le dernier de la classe. Mais, dans le rôle du professeur principal, bien sûr, vous me retrouvez, le J, en pleine forme. Et de l'autre côté, dans son plus beau costume rouge de Daredevil, Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? Écoute, Hell's Kitchen, c'est pas du tout à Boston, donc ouais, si tu veux, c'est Daredevil de Boston. C'est Ben Affleck dans le premier, tu sais, ce film. Oui, je sais, tout pourri, oui. J'aime tellement mieux la série après. C'est vrai. Celle-là, c'est vrai qu'elle est pas mal. Bah écoute, ça va. Le temps, c'est pas terrible, mais voilà, ça va. Écoute, ça bouge beaucoup. Ça va nous détruire pas mal tes prédictions, hein, tous ces moves là qui viennent de se faire, là. Mais oui, mais c'est bien, ceci dit, c'est bien parce que ça va pouvoir faire un épisode. Comment déstructurer les podcasts? Voilà. Non? Est-ce que vous avez respecté les conseils Hmm. ou Ils ont pas? pas trop respecté les consignes, hein, de ce que j'ai vu, hein. Non, ouais, ils ont pas tous été sérieux. Mais Ils ont bon, pas appliqué ce que tu avais donné, quoi, tu vois, par exemple. après, il faudra refaire un pic à la fin de la saison pour dire Il y en a, OK, ils flambent, hein. c'est tombé. Il y en a, ils Il y en a, ils flambent. il y en Il a, y en a, ils ils ont fait des flambent. moves, hein. Il y en a, ils avaient tellement plus de choix qu'ils se sont rabattus sur des joueurs qui voulaient plus. Bref, coucou les Yankees. Il y en a, ils sentent le lockout de la saison prochaine. Oh oui, ça aussi, on pourra en reparler la semaine prochaine, ou je pourrai en reparler la semaine prochaine, on verra. Hein. Mais ça pue le lockout. Ça pue la saison, Écourté. arrêtée, Mmh. écourtée ou arrêtée, tout simplement. Hein. Ouais. Parce que visiblement, tous les honneurs sont pour un salary cap. Voilà. Je pense que le dernier move des Dodgers a fait mouche. C'est la Bref, goutte d'eau. qui a fait déborder le vase. Ouais. En parlant goutte d'eau, c'est le nombre de victoires de nos derniers, les Rockies. Je te Ah! laisse me présenter les Les Colorado Colorado Rockies. Rockies. Bah ouais, on commence par la fin. Commençons par les Rockies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des Rockies? Ils ont fini l'année avec un changement d'entraîneur en cours de saison, pardon, suite au licenciement de Bud Black. 43 victoires, plus faible total de la MLB. Alors, il y a des points positifs. Déjà, la présentatrice de la chaîne des Rockies, déjà, c'est un bon point positif pour les yeux. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant de fans à la télé. Après, sportivement, il y a eu l'éclosion de 3 joueurs et des bonnes performances. Hunter Goodman, Jordan Beck et Mikey Moniak. Pour moi, c'est les points positifs des Rockies. On va commencer par Hunter Goodman, 26 ans, 4e choix de draft. Il a joué un petit peu en 2023-2024 sur quelques matchs en MLB. Il a été vraiment très moyen ces dernières années. Par contre, en 2025, il a explosé avec 31 home runs et devenant le frappeur le plus régulier de son équipe. Il a même été finaliste du prix Silver Slugger en octobre. Voilà. Ouais, un bon OPS à 8,43. Mm. Ouais, rappelons que c'est un catcher. Et voltigeur, comme on dit. Voilà. Ouais, Aussi. plutôt de bonnes stats productives. Ouais. Jordan Beck, pareil. Il a eu 48 extra base hits. Il a eu un temps de jeu beaucoup plus régulier. Ça a été vraiment un bel atout. Et Mikey Moniak, il a trouvé vraiment sa place chez les Rockies après avoir évolué donc à Philadelphie et à Los Angeles, à Anaheim. Il a signé au Colorado, donc juste avant le début de saison, il a frappé 24 home runs. Voilà. Ouais, souvent présenté comme le futur et on commençait à douter de lui. Mm. Et c'est vrai qu'il a montré de bonnes choses. Moi, je rajouterais Tyler Freeman,
qui apportait quelques bonnes choses. Ouais. Lead-off plutôt utile. La vitesse. Il mettait de la pression, donc c'était plutôt pas mal. Donc quelques joueurs, en effet, ont existé pour une équipe à 43 victoires. Il y a eu quelques releveurs sympathiques comme Jimmy Herget, 32 ans, vétéran, et Seth Halvorsen et Victor Vodnik, pareil, qui ont occupé les places de closer à différents moments de la saison et qui ont su être décisifs voilà, sur ces moments-là. Donc du coup, il y a plein de trous où on peut mettre dans le mauvais. On va commencer par du côté des lanceurs, qui a vraiment été très, c'est un trou noir complètement, quoi. Voilà. C'est complètement amorphe, ça se cherchait, ça bricolait. Enfin voilà, c'était pas, non, c'était pas du tout. C'est pire, comment dire, ERA à domicile 6,47 et à l'extérieur 5,42. Voilà. Là, il y a Kyle Freeland encore qui sauve un peu les meubles, mais voilà, c'est tout. Ensuite, au niveau de Ouais, puis l'attaque après, et de la frappe, il y a beaucoup de choses à se dire. Ça a été vraiment le trou noir aussi, parce qu'en fait, à domicile, ils ont inscrit 369 points, 12e meilleur total de la ligue, et en déplacement, 228 points, le plus faible total de la ligue, juste derrière les Pirates avec 269. Voilà. Les blessures qui ont été ont rien arrangé. Je vais prendre l'exemple d'Ezequiel Tovar, qui a été le meilleur frappeur des Rockies en 2024 et qui n'a disputé que 95 matchs cette saison en raison d'une blessure à la hanche. Voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les swing and miss de la part des batteurs des Rockies, quoi. Deuxième plus grand nombre de retraits en MLB. On va prendre l'exemple aussi de Michael Toglia, retiré 132 fois en 88 matchs. Toglia. Toglia, Ouais, c'est comme toi qui appelles la famille Glia en italien, quoi. Ou Jacques Caglianone, hein? Non, ouais, ok. le G ne se prononce pas. Voilà. Ok, d'accord. Et Ryan McMahon, avant d'être échangé aux Yankees, 127 fois retiré sur 100 matchs. Voilà. Donc les Rockies, ça a été de très bons jeunes, prometteurs, dans une équipe très faible. Et il faut savoir garder le moral pour les Rockies. Ouais, mais tu veux garder le moral comment avec la défense? Avec la présentatrice de la chaîne des Rockies. Parce Voilà. que tu lances mal, tu défenses mal, tu défends Tapes mal. mal. Ouais, mais déjà, tu lances mal et tu défends mal. Ça fait des manches interminables à l'adversaire. Et à la fin, tu as des pitchers avec une confiance au fond des chaussettes, une défense pareille. Le public, n'en parlons pas, il reste pour la présentatrice. Voilà. Voilà. Bon. Et une note, tu veux vraiment une note? Ouais, vas-y, mais. Ouais, des moins. Ouais. Ouais, allez, moi, je te fais un petit résumé à ma sauce. Bon, quoique, c'est fait. Non, parce Des que tu as tout conseils? dit. Goodman en catcher, Tovar en SS, si la santé suit. Berdabel qui peut se faire une place. Beck, Moniak, Dole dans l'outfield, ça peut être pas mal. En fait, le problème, c'est pas la présence de joueurs comme d'habitude chez les Rockies, c'est l'absence de structure. Alors, point positif, ils restructurent le front office. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont viré tout le monde, ils ont fait de la place, nouveau GM, nouveau President of Operation of Baseball. Donc, il y a des choses qui devraient plutôt bouger. Chase Dollander, Chase Dollander, est-ce qu'il est censé devenir l'ace de la franchise? On va avoir une réponse immédiate. Le farm system, il y a quelques noms, mais il n'y a pas de gros trucs à arriver. Il y a Ethan Holiday quand même. Charlie Condon. Il y a un nom, lui, à se protéger d'une MST. Et bref, pour le reste, ça manque de profondeur. Bref, peu importe. Allez. Colorado est. Puis c'est surtout le début de saison. Quel début de saison catastrophique. Ils se sont bien rattrapés après. Ils ont commencé à tourner, mais le début de saison, tu peux pas, quoi. Tu as été là tu as failli battre tous les records, quoi. Bon, mention.
D, moi je mets. Bon, avec indulgence, mais allez, D-. Ouais, allez. Je sais pas comment dire. C'est pas en retard, c'est même plus sur un programme, on sait pas. Ouais, je sais pas. Le mot post-season, de toute façon, on oublie pour eux. 50%, ça paraît déjà une montagne derrière le stade. Donc on va partir sur des objectifs, reconstruire une base de joueurs fiables, développer Dolander, retrouver une attaque cohérente avec Dole, Tovar quand ils sont en bonne santé et surtout redevenir présentable sur le monticule. Parce que tu l'as dit, on est dans un déjà parc qui est hitter friendly. Hitter friendly, ouais. Si en plus ton pitching est hitter friendly à l'extérieur, ça va pas du tout. Et eux, bah voilà, tout le monde dans LNL West est en train d'appuyer sur l'accélérateur et eux, ils sont encore en train de chercher les clés de la voiture pour faire démarrer le moteur. Donc voilà, c'est la base. Je reviens à ce que je disais l'année dernière, tant qu'on ne restructurera pas ce club de manière correcte, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Je suis désolé. Alors là, il y a eu du changement, on va voir ce que ça donne. On verra les moves qui ont été faits déjà, mais je pense que on va pas s'attendre à des miracles l'année prochaine. En tout cas, j'espère quand même une meilleure saison et un meilleur départ de saison. Enfin voilà, c'est tout pour les Rockies. On passe aux D-backs. Ouais, direction l'Arizona et deuxième saison consécutive pour les D-backs qui n'ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Voilà, tout comme en 2024, éliminé lors de la dernière semaine. Et ce n'a pas été à cause de l'attaque, car ils vont être dans le positif, avec des frappeurs comme Ketel Marte, Corbin Carroll et Eugenio Suarez. Ils ont été, une fois de plus, la force offensive a été au premier plan pour les D-backs. Et en première partie de saison, vous entendez bien. L'année dernière, ils possédaient quand même la meilleure attaque de MLB. Ils n'ont pas réussi à réitérer cette même performance cette année. Ils s'en approchent vraiment de très près. Voilà. Et ils ont terminé 10e de la ligue, donc de la MLB en termes de points marqués, de home run et d'OPS. Les 3 meilleurs frappeurs des D-backs configurés parmi les 15 meilleurs en WOBA. Donc Ketel Marte, Corbin Carroll et Geraldo Perdomo. Eh ouais, ton chouchou, tes D-backs. Non, les trois là. Les trois là. J'en reparlerai après. T'en reparleras après. Ok, d'accord. Ketel Marte, de nouveau une saison exceptionnelle. 25 home runs. Il domine les lanceurs droitiers comme jamais et comme gaucher aussi. Corbin Carroll, il a modifié sa position en 2024 et en 2025 au niveau de sa batte, comment il l'a tenue. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Logique. Voilà. Il réalise une saison à 30-30 pour la première fois de sa carrière. Voilà. 17 triples et 31 home runs. Quant à Perdomo, il réalise aussi sa meilleure saison de sa carrière avec les D-backs. Il a 25 ans, il a frappé 20 home runs, puisque lors de ses 3 premières saisons pro, il n'en avait frappé que. Petit problème de son. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, mon micro. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Donc 14 home runs pour les 3 premières saisons pour Perdomo. Par contre, voilà, il a couvert au mieux le terrain à l'intérieur et au bâton. Et il a su mettre beaucoup la balle en jeu et aller sur les bases. C'est ce qu'on lui demandait. Voilà. Il y avait 3 joueurs, ces 3 joueurs-là que je vous ai cités, ce n'étaient pas les seuls contributeurs non plus. On va voir en première partie Josh Naylor et Eugenio Suarez aussi qui ont contribué à on va dire, première partie de saison pour les D-backs et qui ont été, donc juste avant de partir à Seattle, voilà, qui ont pu contribuer à ça. Quant aux lanceurs, qui est-ce qui a bien performé en 2025 ? C'est Ryan Nelson. Obligé d'aller chercher Siba. Voilà. Bah oui, je suis obligé. Mais bon, il affiche quand même un ERA à 3,09 avec 65 coups sûrs concédés et 67 représ en 75 manches lancées. Bon, voilà, d'accord. C'est sûr que c'est pas vraiment le meilleur, quoi. Merrill Kelly aussi, on peut lui dire que il a été un bon ajout, on va dire, cette saison sur cette pluie
de négativité qui va suivre, ça a été les blessures, bien sûr, des blessures et encore des blessures pour les D-backs. Et c'est ce qui a fait quand même peut-être jouer en la défaveur de cette équipe. Corbin Burns, voilà, recrue phare de cet hiver pour les D-backs, a bien performé après un léger incident début de saison. Voilà. Mais finalement, il s'est blessé au coude et une Tommy John s'en est suivi. Voilà. Et le truc qui va lui priver aussi de la saison 2025, mais aussi, et je pense 2026, voire même, il va pouvoir même vraiment bien se reconstruire avec peut-être ce lockout en 2027, donc il va arriver frais comme un gardon en 2028, quoi. Voilà. Frais comme un gardon. Ouais. Alors, ils ont aussi perdu Justin Martinez, Tommy John et AJ Puck, qui a subi aussi une opération au coude. Voilà. Ils ont dû faire preuve d'ingéniosité pour compenser les pertes de ces joueurs-là. 42 lanceurs ont participé à au moins un match cette saison avec l'Arizona Diamondbacks. Malgré une rotation stable, 7 lanceurs ont effectué au moins 5 départs la saison dernière. C'était vraiment la gestion des blessés qui a été vraiment compliquée. Et quand vous avez des lanceurs style Brandon Pfaadt, qui n'a pas été vraiment Non. bof, quoi, hein, voilà. Oui. Et sans compter que Zach Gallen, qui a eu un ERA à 4,83 et qui a encaissé 31 home runs cette saison, on n'est pas dans les meilleurs éléments pour avoir une belle fin de saison, sachant qu'ils ont même perdu Eugenio Suarez, Josh Naylor, voilà. Et ça, t'as fini? Ah ouais, j'ai fini. Et pour revenir là-dessus, moi je trouve que ça n'a pas été en leur défaveur finalement. Ça n'a pas coupé l'élan, si tu veux. C'est une saison qui reste moyennasse, hein. Ils se sont lentement enfoncés. C'était si tu te rappelles, je me fais sweeper, je sweep, je me fais sweeper, je sweep, je me fais sweeper, je sweep. Bref, il y avait un projet qui était hyper intéressant en début de saison. Ça reste tout de même pour moi intéressant, notamment l'attaque. Moi, Carroll, Marté, Perdomo, pour moi, c'est des super joueurs. Carroll, il a vraiment eu une saison. Moi, il aurait mérité le Comeback Player of the Year. Bon, bref. Peut-être sous-coté. Ketel Marté, sous-coté, parce que c'est l'un des frappeurs les plus complets de la ligue. Il est bon en contact, il est bon en puissance, j'aime beaucoup. Perdomo, il a vraiment franchi un cap majeur. Une War qui a été plutôt élite. En défense, super. Franchement, cette attaque-là, elle m'a fait plaisir à voir. Et en effet, après, ce qui fait basculer, c'est le désastre structurel, on va dire. La malchance, enfin bref, peu importe. On signe Corbin Carroll, je ne sais pas si tu te souviens, mais tout le monde s'était excité sur la future rotation des D-backs l'année dernière. Quand on a vu Corbin Carroll signer des Orioles, Zach Gallen, Faf, Eduardo Rodriguez, on a une Tommy John, un Zach Gallen qui a perdu son tranchant, qui était méconnaissable. Faf et Eduardo Rodriguez qui n'ont jamais réussi à stabiliser leur performance. Le bullpen, t'en as parlé, les blessures, etc. Enfin bref, c'était compliqué. À l'intersaison, il y a trop de trous et pas assez de solutions immédiates. Dans l'infield, il va falloir continuer à faire de la jeunesse et du pari parce qu'on a une bonne base. Rajouter Gabriel Moreno derrière le marbre. Après, on a Jordan Lawlar et Tyler Lockhart qui sont Locklar, qui sont plutôt pas mal, des rookies qui peuvent être compétitifs. Et l'outfield, c'est Corbin Carroll, mais derrière, c'est plutôt incertitude. Hein. Alec Thomas défend bien, mais il ne fera pas beaucoup. Mac McCarthy, il semble avoir raté beaucoup d'occasions. Et Gurriel Junior, il y a cet opt-out, plus la blessure, c'est pas certain. Donc, il leur faut clairement un outfielder fiable cette saison. Il faut qu'ils s'en trouvent un là. Et le pitching en chantier, tu l'as dit, burn-out. Galen potentiellement partant et zéro profondeur. Nelson, Faf, Rodriguez.
C'est des options, mais c'est pas des assurances. Et le bullpen, il est à reconstruire presque intégralement. Alors, le bullpen, ça peut se reconstruire, mais derrière, qu'est-ce que ça va être dur. Qu'est-ce que ça va être dur. Il va falloir faire, à mon avis, un all-in modéré pour signer 2 starters, 2 releveurs et combler les lanceurs gauchers. Et l'outfield gauche. Donc, moi, je pense que ça va être une année tampon pour développer les petits jeunes Lollard et Locklear et attendre le retour de Burns en 2028, hein, après le lockout. Mais voilà, les D-backs, pour moi, c'est une note de C parce qu'il y a une attaque qui est capable de playoff. Finalement, ils sont pas si loin, hein, 80-82. Il les manque encore une fois de justesse. Mais le team staff, c'est catastrophique. C'est des ruines. Ouais, je te rejoins sur la Enfin, note. allez. On au suivant. Les Gitans. Les Gitans de San On va dans la Francisco. baie. Dans la baie. On va dans la baie. On va dans la baie de San Francisco. Les Giants. Oh là là. On les voyait à peu près là, je pense, l'année dernière, il me semble, avec toi. Hein? Ouais. Puis quand arrivé. Ouais. Ouais. Un hiver agité quand même, hein. Une première mm, moitié de saison en demi-teinte, 52 victoires, 45 défaites. Ils ont terminé l'année hors des playoffs pour la 4e année consécutive. Ils auront un nouveau manager cette saison, avec l'opportunité peut-être de progresser. On va revenir sur 2025, bien sûr. Il y a eu d'excellentes performances des joueurs comme, en exemple, Willie Adames, Logan Webb et Robbie Ray, qui est quand même pas mal. Ils ont marqué 12 points de plus qu'en 2024. Malgré une baisse des statistiques en home run et en OPS, un alignement offensif a quand même présenté des points positifs notables. Je vais commencer par Willie Adames, qui a mis fin à la quête des Giants pour un frappeur à 30 home runs à l'année. Enfin, puisque l'arrêt court, il a signé en décembre 2024, je vous le rappelle, il a frappé 30 home runs, un record d'équipe lors de sa première saison à San Francisco. Voilà. Il a marqué la majeure partie de ses home runs à l'extérieur, 17 fois. Voilà. Ensuite, il y a eu ce petit feuilleton, Drama Queen, Raphaël Devers encore une fois, voilà, échange majeur qui a été pour les Giants. Ils l'ont mis en première base parce que c'est là où ils voulaient le faire jouer. Il a frappé 20 home runs, voilà, dont 9 à l'extérieur. Il figure parmi les 25 meilleurs frappeurs de la ligue dès son arrivée à San Francisco. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en défense, ses premiers buts, 28 matchs. Et par contre, le résultat, il a joué comme DH. Voilà, c'était à prévoir. Ensuite, nous pouvons rajouter aussi Matt Chapman, voilà, qui a été vraiment un joueur de qualité. Et on peut dire que les Giants ont construit sur 3 saisons un solide milieu, capable de frapper avec puissance, de produire des points et de bien se défendre avec Adames et Chapman. Je ne parle pas de la Tortue Ninja Devers, quoi. Voilà, qui lui, défensivement, est discutable. Et encore, Chapman, c'est pas sa meilleure saison en défense. Non plus, mais il a quand même contribué un petit peu. C'est pas non plus Raphaël Devers, quoi, tu vois. Il était un peu meilleur. Ouais. Voilà. L'enclos des releveurs des Giants a été parmi les meilleurs du baseball. Bien sûr, je parle avant la trade deadline. Quand je vais vous citer les joueurs comme Tyler Rogers, Eric Miller, Spencer Bivens et Camilo Doval. Voilà. Ils ont repris vraiment le rôle de releveur. Après, voilà, l'échange de Doval a permis à Randy Rodriguez d'arriver et de prendre ce rôle. Par contre, il a été blessé au coude, voilà, en fin d'été, malheureusement. À la rotation, là, par contre, que des éloges. Il y a eu des tableaux d'honneur, même des félicitations pour moi. Logan Webb, je pense qu'on peut lui mettre des félicitations, Julien. Ouais, Robbie Ray aussi. Robbie Ray aussi. Logan Webb, je reviens avec lui. 207 manches, lancé, record en MLB. Il a retiré 224 frappeurs, un record en Ligue nationale, et il a remporté 15 victoires. Robbie Ray, qui utilisait un nouveau changement de vitesse qu'il avait peaufiné avec Tariq Skubal. Voilà. Et il a retiré 186 frappeurs en une saison sans blessure. Et en parlant de vétérans,
Justin Verlander, quant à lui, n'a remporté que 4 victoires. Oh, je l'ai Cependant, dit. il a bien lancé. Il a affiché un ERA à 4 et il a retiré 137 frappeurs sur 152 manches lancées, quand même. Ouais, Pour un mais ancien. surtout, c'est ça. C'est ces 152 manches lancées, en fait, qui sont C'est un importantes. ancien. Il a Il tenu, a. il a, Quel il a âge eu il a? Il a 40 et quelques, hein, je crois. ouais, 41, je crois. Ouais, Mais c'est ça, en fait, qui est important. C'est qu'il a réussi voilà. à lancer 141 manches. Et ça, eh ben, ça fait plaisir. 42 ans. Ça fait plaisir. Parce que dans une équipe où bah, cette rotation, pour le coup, elle fait plaisir. Parce qu'en effet, tu as un lanceur qui est capable de faire 142 manches. Ouh, ça t'enlève de la pression sur pas mal de choses, sur ton bullpen, sur tes autres starters. Ouais, c'est plutôt intéressant. Alors certes, ça n'a pas fait forcément le taf en victoire, etc. Mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Je savais pas que sa femme c'était Kate Upton, tiens. Ah bah, très bon Je choix. savais pas, moi je savais. Très bon Ouais, choix. très bon choix, effectivement. Allez, le mauvais. Le mauvais des Giants, bah, finalement, dans le dernier tiers de la ligue, il se place en termes de slugging, 386. Une tendance en plus à la baisse. Donc il va falloir un peu manger des épinards, comme Popeye, et prendre un peu de puissance offensive. Voilà. Mm. Et ils peinaient aussi à marquer les points, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Voilà. Donc en fait, ça a été ça leur point négatif. Et aussi au niveau des lanceurs, ils ont, comment dire, fait appel à plusieurs lanceurs différents pour tenter de compléter une deuxième moitié de la rotation. Voilà. Et ça a été vraiment fait de briques et de broc, et ce qui a peut-être coûté la place en playoff pour les Giants de San Francisco. Voilà. Une note encourageante peut-être pour eux, je mettrais un C+, moi, pour moi. Je te dirai après. Je te dirai après. Mais non, je suis plutôt d'accord, j'ai mis C+, aussi. Pour moi, en clair, San Francisco, ça peut gagner des séries de saison régulière, on l'a vu, parce qu'ils contrôlent le tempo et ils limitent les dégâts. Mais clairement, ce qui a foiré, c'est l'attaque, c'est plutôt l'art d'être inoffensif. Hein, parce que tu coches aucune case élite. Ouais. Il n'y a pas de joueur élite en offense. Désolé Rafi. T'as pas de batteur évident au-dessus de 800 d'OPS, donc ça devient un peu compliqué. Willy Adames, Il doit c'est peiner à correct, arriver. Ouais. mais vu le prix mis, ça devrait être mieux. Mm. Devers, s'il devait incarner la star, bah bon, hein, on attend. Tyler Fitzgerald, il est un peu retombé sur terre. Bon, bah voilà, une attaque qui est correcte, mais pas suffisante. Donc l'intersaison, pour moi, les Giants, ils ont déjà fait un move inattendu. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir Tony Vitello de l'Université de Tennessee. C'est plutôt ambitieux. Ça va être porté par Buster Posey, toujours, donc on va voir. Mais soyons clairs, un manager, ça ne va pas créer du slugging. Donc, priorité, c'est de l'impact à la batte. Devers, Chapman, Adames, ça te donne une base défensive solide. Mais offensivement, ça manque d'un joueur qui puisse allonger la line-up, protéger vraiment Devers et qui peut te faire gagner peut-être 10 matchs à lui tout seul. Et puis, le champ droit est vide. Hein. Le champ droit est vide. Donc ça va devenir aussi un truc, il va falloir sortir les sous. Et après, Webb-Ray, c'est un peu flou. Parce que derrière, ces deux starters, qu'est-ce qu'on a? Et d'ailleurs, Robiré, il n'est pas parti. Je ne sais Ça me plus. parle pas. Bon, peu importe. Ils sont pas loin d'être in the hunt. Mais pas loin dans la NL West, c'est égal à loin dans les, dans les autres divisions. Donc ouais, c'est plus. Pour moi, il faut se trouver du bâton, un bâton et un outfielder qui puisse apporter ça. Ça serait plutôt pas mal. Il y a des choses à récupérer, peut-être des paris à faire sur des joueurs qui vont être là en disgrâce. Je pense à Santander, par exemple. Teoscar Hernandez aussi, peut-être, ou Michael Conforto.
dans cette même ligue. Conforto qui reviendrait à San Francisco. Ça pourrait être drôle. Enfin, voilà. Ouais. Pourquoi pas. Why Allez, not? why not? On passe aux Padres, aux Padrinos. Oh, Padreño, c'est papé. On y va. Non, mon équipe préférée de la NL West. Eh, avec José. Ah ouais, José Iglesias, José, Luis Arraez. Mi amor. Mi amor. Les Padres. Ouais, c'est Petco sympa. Park. Petco Park. L'ambiance, Tatis, les dreadlocks, tout ça. Nickel, quoi. Ouais, la crème pour les hémorroïdes. Pif pif. Michael King. Bon, bref, on va en parler, quoi. Voilà. Allez, ça s'annonçait vraiment crucial cette année 2025 pour les Padres. Et ça l'était vraiment. Ils abordaient cette année avec plusieurs joueurs vedettes, hein, comme on l'a vu. Ils ont fait venir beaucoup d'agents libres. Une saison à 90 victoires. Excellente performance au monticule et de frappe aux opportunes. Ils n'ont pas réussi à se qualifier face aux Cubs. Par contre, voilà, hein, c'est la wildcard, c'est ça, de mémoire? Oui, mémoire, la wildcard sur la Ligue nationale, National League. Le positif, qu'est-ce qu'on peut dire? Le retour de Tatis, quoi. Enfin, il a toujours été là, mais il a réussi 54 extra base hits, 25 home runs. Il a été récompensé pour ses performances défensives avec un Golden Glove, un gant de platine aussi en Ligue nationale. Et du côté de Manny Machado, il a maintenu une fois de plus une production offensive constante. Il a réalisé sa 10e saison avec plus de 25 home runs. Et toutes depuis 2015. Oui, monsieur. Manny les mains sales est toujours là. Jake Cronenworth, un peu sous-coté. Il termine 15e de la Ligue en but sur balle. 13,4%. Parmi les meilleurs frappeurs ayant plus de 350 apparitions au bâton. On va appeler aussi Monsieur Jackson Merrill au pupitre, qui a signé une prolongation de contrat importante avant son arbitrage salarial au printemps dernier. Il a frappé 16 home runs, 47 extra base hits aussi, et il a connu une fin de saison en fanfare, terminant parmi les 30 meilleurs pour les extra base hits et frappant plus de 9 circuits. Il n'a disputé que 115 matchs en raison d'une blessure. Donc ça promet pour la saison 2026 en tout cas. Voilà. Sachant que pertinemment, on sait très bien que la saison suivante, ça va être le repos forcé. Donc on se dit que là, cette année, ça va être la saison de tous les records. Voilà. Ils ont pu renforcer leur attaque durant l'été, qui a été également un gros atout. Ils ont acquis Ryan O'Hearn et Ramon Laureano des Orioles. Et ça a été un bon point pour eux. Il y a eu Gavin Sheets aussi, qui est arrivé pour, on va dire, performer encore plus, parce que Gavin Sheets, lui, a frappé 17 home runs et 19 home runs et 17 contre des droitiers. Voilà. Il termine 3e de l'équipe au chapitre des home runs, quoi, finalement. Donc, très très bien pour lui. Au lanceur, on a parlé de Pif Pif. Ben voilà, Nick Pivetta qui s'est révélé un véritable lueur d'espoir pour son équipe. Il profite de son environnement nouveau à San Diego. Il a eu vraiment quelques difficultés quand même avec les home runs. Mais bon, il a toujours été là, toujours été agressif, et même la présence sur son monticule fait du bien parce que c'est quelqu'un qui était assez agressif, qui est assez provocateur, et ça j'aime bien, ce genre de joueur. Il termine avec 13 victoires et un ERA à 2,87. Quant au sauvetage, donc au closer, Robert Suarez, record en Ligue nationale une fois de plus, qui a été le capitaine du bullpen. Voilà, qui a permis à Mike Shildt de varier considérablement ses stratégies face aux différentes équipes. Voilà. Dans les derniers tiers de la saison, n'oublions pas Mason Miller, qui a été là et qui a su quand même mettre en difficulté les équipes contre qui il était aligné. Voilà. Le mauvais. Qu'est-ce qu'on peut dire du mauvais? On va commencer par un ancien Yankees qui a été un ancien Brewers, Julien. Vas-y, je te laisse deviner. Moustache. J'allais dire. Randon, non, Il bug. non.
Attends, je confonds toujours en plus avec Rodon, mais c'est pas Allez. Rodon, il y a un nom qui est pareil. Colonne, Son prénom, c'est le serviteur dans Tintin et Milou. Putain, Neston Cortés, Julien. Allez. Nestor Cortés, oh putain. Voilà. La rotation des lanceurs. 10 lanceurs effectués, au moins 5 départs pour San Diego. C'était quand même assez compliqué. Voilà. Neston Cortés, donc acquis des Brewers. Ryan Bergett, Stephen Kolek et JP Sears. Voilà. Du coup, Sears a eu du mal à empêcher la balle de sortir du terrain. Ça a été compliqué. Ensuite, il a globalement bien performé. C'est Michael King quand même, moi je trouve. Voilà. Ouais. Mais on reste dans le négatif. Yu Darvish qui a manqué des matchs en raison d'une blessure au coude et qui a affiché une ERA à 5,38 en 15 départs. Le cas de Dylan Cease, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Ça a été très compliqué aussi pour lui, je trouve. Non, tu trouves pas? Allô? Allô, Will? Dylan Cease? Ouais, Bah si, ça a été compliqué. bah oui. Ça a été compliqué. Moi, je trouve qu'ils ont eu du mal à trouver un bon ordre en fait dans la rotation et surtout derrière quand il y avait plus Musgrove et Darvish pour compléter tout ça, en fait, c'était un peu compliqué, quoi. Donc derrière la rotation, ça devient difficile. Il y a eu quand même une. C'était Ouais, ils ont eu du mal à trouver le rythme, quoi. Ouais. Ce qui a été aussi un peu, on va dire, compliqué, c'est une production offensive du côté des catcheurs. Elias Diaz, Martin Maldonado, Freddy Fermin. Ils ont eu tous un temps de jeu conséquent derrière le marbre, mais après, derrière, ça a été compliqué. Et Luis Arraez, on attendait vraiment beaucoup de lui, avec des saisons à presque 40%. Là, il est à moins de 30% au bâton et un pourcentage en présence sur base à 39%, qui sont ses 2 taux les plus bas en carrière pour lui. C'était un coup de moins bien cette saison. Voilà. C'est tout pour Ouais. Voilà. Ok. Bah moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils vont perdre beaucoup. Ah oui. Qu'ils ont fait du all-in, mais qu'ils vont perdre beaucoup là à l'intersaison. Il va falloir gérer tout ça. C'est un peu bancal. Des contrats qui sont lourds et un peu vieillissants, un farming system qui marche toujours, mais qui est un peu bancal. Musgrove, qu'est-ce que ça va donner? Darvish, qu'est-ce que ça va donner? Luis Arraez, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il reste pas? Qu'est-ce que ça San va donner? Diego, elle travaille bien, ça parle fort, ça dépense sans compter, mais c'est copie incomplète. Donc déjà, la note, je mettrais B-. Ils sont parfois bons, parfois très bons et parfois complètement à la dérive. Donc San Diego, il restera à mon avis compétitif, mais il faut de la qualité dans la rotation. Et là, pour l'instant, ils perdent beaucoup plus qu'ils ne récupèrent. Donc, est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec les Padres? Si c'est la question, c'est plutôt combien de temps ils vont accepter encore de rester derrière. Et il va falloir se sortir un peu les doigts du pour faire quelque chose. Parce que la rotation, je pense que au niveau du bâton, etc., ils ont quand même quelque chose de pas mal. Ils ont des joueurs intéressants. Là encore, Mason Miller qui reste, Moreron, c'est un bon bullpen. Jason Adams, Estrada, c'est plutôt pas trop mal. C'est plutôt pas mal, mais après, il faut aussi revoir la gestion, parce qu'on a vu que la gestion du bullpen pendant les playoffs, ça n'a pas été folichon, quoi. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Surtout, tu mets la pression sur le line-up, et le line-up n'est pas capable de générer la pression. Est-ce qu'il faut rajouter du bâton? Je suis pas sûr. Non. Mais il faut resserrer cette rotation, cette starting rotation. Donc aller chercher, soit re-signer un de ceux-là il y en a qui sont déjà partis, ou deux. Mais il va falloir,
signer quelque chose de cohérent et de gros pour la starting rotation, à mon sens, pour eux. Voilà. Parce qu'après, les autres ajouts, je pense pas qu'il faille ajouter encore beaucoup de choses. Framber Luis Valdez, par Arraez, exemple. ouais, ça peut être une très bonne option. Une très bonne option. Ça peut être pas mal. Parce que je suis en train de rechercher. Attends, j'ai vu un truc ce matin là qui était bien. T'inquiète pas. J'ai vu ça sur Dugout Report. Je sais pas si t'as vu les agents libres encore sur le marché. Bon, pas forcément. J'ai pas fait attention. Non, ce matin, j'étais occupé à beaucoup d'autres choses. Ouais, il n'y a pas Framber Valdez, tiens, dessus. Il y a Kiké par contre. Hein. Ouais, bah toujours. Ouais, il va être signé à la fin. Il va être signé à la fin, ouais. À moins qu'il trouve quelque chose, quoi. Non, il n'y a pas de lanceur. Il n'y a pas de lanceur. Ah, oui, c'est les position players. Ok. C'est normal qu'il n'y ait pas. Ouais, Luis Arraez qui pourra aller dans n'importe quelle autre équipe qui a besoin d'un petit bâton sympathique en premier but. C'est pas mal. On attaque le champion. On va attaquer le champion. Allez, chauffeur. Si t'es le champion, appuie sur le champignon. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des Dodgers? Back-to-back. Back-to-back. Saison maniée de main de maître, je pense. Ils se sont peut-être fait peur quelques matchs. On s'est dit, ouh, ils sont quand même friables. Mais bon, après, dès que la machine est lancée, c'est des tanks hein, de type Panzer IV ou char russe indestructible. Voilà, c'est ce qui a été lors des playoffs. Et on l'a vu lors des World Series, pour eux qui sont bien terminés. Mais des World Series légendaires, je le rappelle encore une fois. Et bravo à eux, voilà, il n'y a pas de salary cap. Eh ben, ils prennent les joueurs qu'ils veulent au salaire qu'ils veulent et c'est très bien comme ça parce que la règle, il n'y en a pas. Donc du coup, ils font ce qu'ils veulent. Et qu'on les aime ou qu'on les aime pas par rapport à ça, du coup, ils ont bien raison de ne pas se priver de joueurs avec une masse salariale qui s'élève maintenant à 2 milliards 17 de dollars pour cette saison. Vous voyez. Et je crois que le plus faible écart que j'ai vu, enfin le plus faible, c'est les Rays avec 75 millions de dollars en masse salariale. Ouais. 2 milliards pour les Dodgers, 75 millions pour les Rays. Alors, qu'est-ce qui a été positif pour les Dodgers? Un titre. Voilà, hein, en titre, ouais. Ça a été compliqué. Ben non, ça n'a pas été compliqué pour eux. Et ils ont vraiment eu pas grand-chose à dire de plus sur Shohei Ohtani, par exemple. Une légende s'écrit encore une fois, chaque année avec lui. On va pas refaire non plus le monde sur Shohei Ohtani, donc on va le laisser tranquille sur son petit nuage parce que il est trop proche du soleil pour en descendre. Voilà, encore une fois, vraiment bravo à lui, c'est exceptionnel. Freddie Freeman, pareil, hein, voilà, on va faire toute l'équipe hein, si on continue comme ça, mais ça a été vraiment des joueurs un peu pas sous-cotés, mais sous le radar, mais qui ont été vraiment une grosse contribution pour la saison. Voilà. On va parler de Will Smith, on va parler de Oscar Hernandez, mais aussi on peut parler de Kike, parce que Kike, ça a été le joueur qui a fait toutes les positions pratiquement dans l'équipe. Sauf catcher. Il n'a pas fait catcher. Voilà. Mais Kike, ça a été le joueur, pour moi, révélateur de cette équipe, qui a su entraîner tout le monde, qui a su mettre l'ambiance, etc. Et voilà. Et il en faut des joueurs comme ça. Alors oui, il fait des très bons coups de maître, très très bons coups de maître. Et quand Dave Roberts demande de le placer, enfin de le jouer là, il joue là à son maximum, etc. Et il fait toujours des moves de fou, il fait toujours des actions défensives de malade, il trouve toujours les joueurs, etc. Donc franchement, bravo à lui. On va encore parler, ils ont démarré l'hiver en fanfare en recrutant Blake Snell, double vainqueur Cy Young. Il n'a pu effectuer que 11 départs parce qu'il a été blessé, mais il a été exceptionnel lorsqu'il a été en pleine forme. Il a retiré 72 frappeurs en 61 manches lancées et il a enchaîné avec 41 retraits surprises en playoff, une record en MLB.
On va reparler de Tyler Glasnow, 106 frappeurs retirés en 90 manches lancées. Il a été quand même gêné par une petite blessure cette saison. Et comment ne pas parler du lanceur vedette de l'équipe, qui n'a été autre que Yoshinobu Yamamoto, qui a excellé du début à la fin, avant d'être nommé MVP des World Series pour ses 3 victoires lors de son match en automne. Il a retiré 201 frappeurs sur 173 manches lancées. Il termine l'année avec la meilleure WOBA de la MLB, seulement au moins 100 manches, derrière Nathan et Ovaldi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Kershaw, tranquillou, hein, pour sa dernière saison MLB, il a affiché une ERA à 3,36. Voilà. Et aussi un ratio de home run pour 9 manches à 0,29 en deuxième moitié de saison. Ce qui a été vraiment de classe mondiale pour le joueur qui a passé cette saison, c'est ça, 3000 K, hein, de Ouais. mémoire, voilà. Ils ont fait un peu tester quand même Shohei Ohtani sur du coup le retour sur monticule. Ça a été un petit peu froid au début. Bon, après, hein, ils pouvaient pas mettre Shohei Ohtani en triple A ou en double A pour la rehab. Ils l'ont mis sur une manche ou deux. Ça a pas, voilà, histoire de le chauffer. Voilà, donc il a fait ses petits matchs, mais ça n'a pas été non plus un retour fracassant. Voilà. Mais il a quand même été là en two-way player. Voilà, et ça, c'est positif. Le bad, parce que le positif, tu vas encore en dire, je pense, après, mais voilà, on peut parler du mauvais. Ça a été un instant du l'enclos des Rolvers. Les Rolvers, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ils ont eu le choix du roi. Ils ont vu que Roki Sasaki n'était pas vraiment meilleur en poste de partant. Donc du coup, ils se sont dit, bah tiens, le petit, on va le faire jouer en fin de manche, en closer, voire en 8e ou 7e manche pour voir un peu ce qu'il vaut. Eh ben, franchement, ça a été vraiment bien pour lui. Par contre, il s'est blessé en début de saison avec une blessure à l'épaule. Donc il a été un peu en deçà. Il y a eu des calculs très complexes qui ont été faits chez les Rolvers avec Jack Dreyer, Anthony Banda, Alex Vezia, Tanner Scott et Kirby Yates. Voilà. Ça a été très compliqué sur la relève. C'est ce qui a été le point noir des Dodgers cette saison, c'est la gestion de la relève. Et comme tu l'avais déjà, je pense, je m'en souviens, dit l'année dernière, lors du dernier conseil de classe aussi, tu vois, je m'en souviens. Ça a été compliqué pour ça. On va partir donc avec les frappeurs. Michael Conforto, saison cauchemardesque, moins de 20% à la batte. Il se classe 210e sur 242 joueurs avec plus de 350 au bâton la saison dernière. Voilà. C'était vraiment le point négatif. Je pense qu'il va aller rebondir ailleurs. Voilà, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, c'est tout pour les Dodgers, hein. Je pense que tu as peut-être d'autres choses à dire dans le négatif, mais pas grand-chose à retenir de négatif, hein. Ils ont gagné les World Series, ils ont roulé sur la National League Bon, West, enfin voilà ils, quoi. ils ont eu un trou, en effet, à un moment qu'on avait clairement identifié Oui, au moment du All-Star oui, Weekend. la Midsummer Classic, ouais, ce que j'allais dire, effectivement. Derrière Shohei Ohtani, allez, c'est déçu parce qu'on aurait voulu encore en voir beaucoup, mais ce qu'il montre quand même est exceptionnel, donc on va pas faire la fine bouche. On est habitué au caviar, monsieur Ohtani. Alors maintenant, plus de l'Inde. Nous voulons du caviar, s'il vous plaît. Will Smith, meilleure saison en carrière. Freeman, un petit trou d'air, mais ça reste une valeur sûre. Andy Pariges qui s'est révélé. Max Muncy, en bonne santé, ça donne beaucoup. Yamamoto, exceptionnel. Après, tu l'as dit, hein, le bullpen, je ne vais pas revenir dessus, mais entre les blessures, l'irrégularité, les incertitudes, tu vois bien qu'à playoff, on met des starters qu'on va intégrer dans le bullpen tellement on n'a pas grand-chose. Voilà, c'est chiant. Mookie Betts en shortstop, pour moi, c'est non, faut arrêter. Remettez-le là-bas où il est. Enfin, voilà. Il est très bien, c'est l'un des meilleurs outfielders.
Allez le remettre en outfielder, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, je pense qu'il y a meilleur à faire. Ceci dit, j'allais dire quel conseil donner, ben, les Dodgers, eux, n'ont pas besoin de conseils. C'est un peu comme... comment il s'appelle? Texas Walker Ranger. Oh, Ranger Walker. Ah, je sais plus. Comment il s'appelait? Non, Chuck Norris. Chuck Norris. On ne donne pas de conseils aux Dodgers. C'est les Dodgers qui donnent des conseils aux Dodgers. Ben, les Dodgers, ils sont allés, Kyle Tucker, bim, le joueur le plus complet de la MLB. Eh ben, c'est pour nous. Vas-y, tu viens. On n'en avait pas besoin. Mais comme tu es libre, on te prend. C'est sans la boulimie, tu sais, au bout d'un moment, tu vois. Tu prends tout ce qu'il y a. Tu as déjà tout, mais tu prends. Tu prends. Un peu comme moi avec les battes. J'ai toutes les sortes de battes, mais je vais aller encore en prendre. Tiens, celle-là, il la faut. Ah, mais il n'y a pas de limite. Alors, pourquoi s'arrêter s'il n'y a pas de limite? C'est des collectionneurs. Je pense que c'est des collectionneurs avec une. Il y a un problème. Moi, là, qui suis en hôpital psychiatrique, je peux pas pour y travailler, malheureusement, mais il y a un truc, il y a un problème. Il y a un problème d'addiction. Je ne suis pas là pour un problème d'addiction non plus. Mais ils veulent, on dirait que dès qu'il y a un truc, ils le veulent. Truc neuf, beau, qui marche, ils le veulent. C'est un peu le Qatar, les Qataris avec. Au début de l'ère Paris Saint-Germain. C'est beau ça, c'est ronflant, on prend. Ou Chelsea Du à coup, une époque aussi. Chelsea à une époque, qui se retrouvait avec trop de joueurs. Et ben, qu'est-ce qu'on en a fait? On n'avait pas assez de joueurs d'ailleurs dans le bullpen, donc on prend Edwin Diaz. Oui, Bon, mais il j'ai fallait envie de l'ajouter sauver. à la collecte. Ouais, il fallait l'ajouter à la collecte. J'ai toutes les cartes. Bon, Edwin Diaz, on verra. Parce qu'il y a eu une super saison, il y a eu une saison un peu tremblotante parce qu'il y a eu une blessure. Il y a eu l'effet grimace qui nous a fait ressortir un gros Edwin Diaz, mais l'année dernière, je n'ai pas trouvé un Edwin Diaz hyper fiable. Donc à voir. À voir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Ohtani, il est de retour en two-way player. Qu'est-ce qu'il va nous inventer l'année prochaine? Yamamoto, comme disait Kike, c'est plus facile de gagner des matchs quand on a un mec qui s'appelle Yushibo Yamamoto dans son équipe. Snail, j'ai toujours des inquiétudes, je suis toujours pas convaincu. Glasnow, c'est du Glasnow. Le reste derrière, voilà, il leur manque plus qu'à aller chercher de nouveau, faire quelque chose pour aller chercher un starter. Et je pense qu'ils vont aller chercher un starter d'ici la fin. À mon avis, la fin de la post-season. Enfin, en tout cas, pas de la post-season. Peut-être la fin de la post-season, mais en tout cas de la trade deadline, ils vont aller chercher un starter, un gros starter. Parce qu'ils ont aussi encore un farm system qui est classé premier. Et que dire? T'as de la monnaie d'échange. Hein. Bon, moi j'ai mis A. Je n'ai pas mis A+. Oui. Ah. A. Alors, ils ne gagnent pas seulement parce qu'ils dépensent, mais ils gagnent parce qu'ils corrigent leurs défauts plus vite que les autres. C'est surtout ça. C'est qu'ils s'adaptent plus vite que les autres. Alors, tu me diras, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça facilite les choses. Il est sûr que quand tu as acheté la moitié de la ligue, pour ajuster quand il y a des défauts quelque part, ça va plus vite. Mais bon, il y a un petit peu de dégraissage à faire, je pense. Conforto, tout ça, qu'il va falloir un peu dégager. Je pense que Kiki le garderont parce que déjà, c'est un fan fab et qu'ils en ont besoin d'un joueur comme ça. Voilà, sauf s'ils vont se chercher un. Ils ont signé Roras aussi, donc sauf s'ils vont chercher un deuxième base, mais je pense qu'ils vont garder Kike. Enfin, j'espère. Sinon, je deviendrai fan d'une autre équipe. Kike au Cleveland Guardians. Là, j'achète 10 rouleaux de sopalin, je vous le dis tout de suite. Bon. En fait, en starter termine sur en starter les plus hauts là qu'il y a sur le marché, c'est Framber Valdez. Il a 7.7 de WAR
Et voilà. Et après le suivant, c'est Nick Martinez et Chris Bassett. Alors, et c'est des vieux, voilà, qui ont mon âge, mais voilà. Donc, ils vont aller chercher Framber. S'ils vont chercher Framber, c'est. Bref, de toute façon, il est encore en négociation là, donc je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je pense qu'ils iront plutôt chercher un trade intelligent, un petit trade sympa. Et ils iront peut-être aller chercher, comme d'habitude, ils vont bien trouver un mec chez les Rays ou à Miami qui voudra bien venir. À Miami, c'est plutôt le supermarché des Yankees. Non, je pense que il y a un petit gars des Rays qui va arriver. Tu vas voir, ni vu ni connu, contre 2-3 petits prospects très intéressants pour les Rays. Et voilà comment ça va se marchander tout ça. Bon, notre global on fait un global de notre De la NL West. de la NL West. Moi, je dis la NL West, c'était un peu la salle de classe où un élève surdoué a écrasé tout le monde. 2 autres essaient d'exister et les derniers regardent l'horloge en attendant la sonnerie. Pas mal. Dodgers dominent sans forcer, les Padres s'auto-sabotent et les Rockies, toujours en retard d'un programme scolaire entier. Donc voilà. Redoublant, comme on dit. Note globale, je dirais B-, parce qu'il y avait du talent. C'est une belle vitrine pour la MLB. Mais par contre, la concurrence, elle est un peu bancale, tu vois, pour viser le haut, quand tu as des fois des chocs de division qui sont complètement pétés, quoi. Ouais. Voilà pour moi, pour cette division NL West. On termine là-dessus. Mais c'est la fin des conseils de classe. C'est la fin des conseils de classe. On a fini. On va pouvoir remettre notre costume de zinzin. Zinzin de l'espace. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, on fera le qui a écouté, qui n'a pas écouté. Bon, il y a beaucoup de qui n'ont pas écouté. Voilà. Ouais. On fait la semaine prochaine. T'es là la semaine prochaine? Ouais, je suis là la semaine prochaine pour le dernier épisode. Pour moi, en tout cas. Pour toi? Eh ouais. Et t'en parleras, on en reparlera, tout ça. La semaine prochaine? On vous en parlera, j'espère, la semaine prochaine. Si on peut faire ça la semaine prochaine, ce serait bien. Ouais. Moi, ce ne sera pas le dernier, je continuerai encore. Et puis, on vous tient au courant de ce qui se passe. Yes. Voilà, quoi qu'il arrive. Sur ce, on espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, bien entendu. Likez, petite étoile, on s'abonne, tout va bien. Hop là, vous nous avez toutes les semaines dans les oreilles. Et sinon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne sieste si vous faites la sieste, une bonne nuit si vous allez vous coucher, un bon appétit si vous mangez, un bon caca si vous êtes aux toilettes. Et surtout, n'oubliez pas jamais les deux en même temps. Safety first, l'hygiène, c'est primordial. Aujourd'hui, nous étions tous les deux dans de belles, magnifiques couleurs. J'étais bonnet Los Angeles Dodgers, Sweet Dodgers, et Jérémy était dans un magnifique rouge dédié aux Boston Red Sox, avec un magnifique maillot d'entraînement Nike Dry Fit, qui sont fort agréables à porter, et que je vous conseille si vous trouvez sur Vinted avant moi. Il y a moyen de les trouver à 8 et 12 euros si vous sachant que ça vaut 40 balles. Bien, et franchement, on est bien dedans. Et franchement, c'est plutôt du top. On est vraiment bien dedans. Et quand il fait chaud et que ce soit pour les entraînements, c'est une très bonne pièce à avoir dans sa petite garde-robe de joueur de baseball ou de fan de baseball. D'ailleurs, j'ai vu les Roumains, les poules, elles commencent le 1er avril à Détroit de baseball France. Ça va être intéressant. Ouais. On verra ça. C'est sorti. J'ai vu ça tout à l'heure. Cool. Voilà. Bon. Allez, à la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao.